Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos invités ce dimanche, monsieur Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre qui nous parlera de la marche anticorruption prévue pour ce mardi dans les rues de la capitale. Notre deuxième invité, le général Georges-Pierre Monchotte, commandant de la composante policière de la Minujuste, qui a pour mandat d'appuyer la PNH. Et puis notre troisième invité, Dr Marie-Marcel Deschamps, des centres Gestio, qui sera interrogé sur la problématique du sida, avec notamment des statistiques qui redeviennent inquiétantes pour Haïti, notamment la féminisation de la maladie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, contre-maître, boss, designer, au soir, maître caille. Éco de beau, bien toutes sortes besoins pour construire bien, j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Petit rangé, beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille frais. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Alors, comme annoncé, M. Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de cette marche qu'organise le collectif contre la corruption. M. Argan, bonsoir. Bonsoir Rothschild, je veux saluer les auditeurs de RFM et bien content de te rencontrer aujourd'hui Rothschild. Alors, M. Argan, qui pousse le même au niveau du collectif, mettez sous pied en telle initiative une marche contre la corruption dont on parle tellement aujourd'hui en Haïti? Au fond, ceci, c'est une affaire qui était en cogitation, qui est en gestation depuis près de 2 ans. Donc, on essaie de voir comment aborder ce problème, parce qu'il y a l'affaire d'impunité, il y a l'affaire d'insécurité, il y a l'affaire de la corruption. Et on ne voulait pas aller comme ça, tête baissée, dans une affaire pareille. Finalement, on a vu comment on devrait approcher le problème, parce que nous sommes en train de vivre vraiment la déchéance complète de notre pays, la décadence à tous les niveaux, le point de crash dans la boue où se trouve notre pays. Nous avons dit qu'il fallait quand même un certain sursaut, un certain regain de la vie sociale haïtienne, du citoyen haïtien. Et nous avons dit que le plus grand drame, le vrai drame, la cause profonde de notre État, c'est la corruption. Parce que c'est à partir de là que rien ne marche. C'est à partir de là que tu ne peux trouver d'ouverture pour tes jeunes, tu ne peux trouver d'ouverture pour tes paysans, tu ne peux trouver d'ouverture pour le développement du pays. Parce que tout argent qui arrive, là, ça va alimenter les fonds d'un ou deux individus ou d'une clique quelconque. Maintenant, c'est une affaire qui est devenue dramatique, c'est un fléau, c'est une gangrène, et finalement qui s'est érigé un système de fonctionnement au niveau de l'État. Donc, nous avons dit qu'on doit s'attaquer au mal, mais pas viser un individu, pas viser quelqu'un ou aller vers des épiphénomènes. Non. Nous voulons aller dans le mal, et le mal, c'est le système. Et nous avons décidé de déclarer la guerre à la corruption
et nous voulons arriver au démantèlement de ce système corruptif ou de corruption qui est en place. Mais quand même, c'est un dossier extrêmement compliqué, le dossier de la corruption, partout dans le monde, mais plus particulièrement dans un pays comme Haïti. Absolument, surtout chez nous, parce qu'on vit dans l'état de précarité dans lequel on vit ce pays. C'est évident que la corruption, vraiment, c'est là où c'est la terre fertile pour la corruption. Maintenant, d'autant plus que maintenant, nous allons voir qu'il n'y a pas de modèle. Au niveau éducation, au Chili, tu vas voir que nos jeunes, l'instruction civique, on ne sait plus. Il y a l'éclatement de la famille, les valeurs morales sont totalement effritées. Maintenant, et les jeunes qui regardent, ils vous disent, bon, maintenant ça, il n'est pas tant rien hier. Et le lendemain matin, tu vois un monsieur flambant riche. OK? Et maintenant, c'est pas possible. Et pourquoi c'est dramatique? C'est parce que l'idée, on ne se pose même pas la question. Comment on fait comme là? On ne se pose même pas la question. On voit simplement, et c'est ce que l'on voit, pourquoi ces gens sont en train d'assauter les pouvoirs. Ils assautent un pouvoir pour garantir un avenir avec des millions, nos millions, avec aisance, puisqu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et c'est un assaut au pouvoir. Personne ne leur pose de questions. Alors Jean-Berg, on a vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays, notamment la République dominicaine, le Brésil, vraiment au niveau de la société civile, on fait un véritable faisceau, on fait chorus pour lutter contre la corruption. Est-ce que c'est cela que vous recherchez vous-même au niveau du collectif pour une grande mobilisation de la société civile contre ce phénomène? Bon, de toute façon, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Et on ne peut pas continuer à rester à la traîne du monde. Il y a, au fait, le 9 décembre, le 9 décembre qui est samedi prochain, dans 2 samedis, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et on a vu que certains pays qui sont beaucoup plus à l'aise prennent des mesures drastiques. On a vu des sénateurs, on a vu des ministres, on a vu des présidents autres foutus en prison pour la corruption. Donc, il y a déjà un mouvement qui se fait. Nous disons que chez nous, il est temps que les gens comprennent le tort que fait cette corruption, le tort qu'il fait à notre pays, le blocage de notre pays à cause de la corruption. Mais il y a aujourd'hui peut-être cette fameuse enquête qui avait été diligentée par le Parlement sur Petro-Caraïbes. Mais avant Petro-Caraïbes aussi, mais mon Dieu, on remonte au 12 janvier 2010, il y a eu 10 milliards et mis à la disposition d'Haïti. Aucune reddition de compte. Avant, il y a eu le rapport de 2004 aussi. Eh bien oui, absolument. OK, donc maintenant, le drame, c'est que, premièrement, les gens, les occupants ou bien les dirigeants n'ont aucune idée, mais n'ont pas une idée de leur devoir de reddition de comptes vis-à-vis de nous. Et si ce n'est pas la population, si ce n'est pas la nation, si ce n'est pas le citoyen qui tape du pied maintenant pour dire que maintenant c'en est trop, on a ras-le-bol, ça continuera comme ça et nous continuons à traîner dans la boue. Alors, est-ce qu'il y a quand même des précisions sur cette marche, comment elle pourra l'organiser, quel message que nous pourrons véhiculer à travers cette marche, Jean-Berg? OK. Heureusement, nous recevons un pile alliés, dans la cité de 3 alliés, le centre économique, des droits humains, nous gagnons SOS, spoliation, réveil citoyen, bref, fédération protestante, le clergé catholique, le secteur vaudouisant, on a tous ces secteurs. Tous ces secteurs se sont mis ensemble avec nous parce que tout le monde a vu. Et au contraire, je lisais aujourd'hui dans un journal la déclaration de son éminence Chibli Langlois qui disait qu'il était temps qu'on attaque profondément la corruption. Donc notre message, nous, c'est qu'il faut que nous nous comprenions. Je sais parler du message. Comment la marche va dérouler? Rappelez-nous ce jour-là. Bon, la marche, d'abord, on va se réunir. Le point de ralliement, c'est à la place de la Constitution au Champ de Mars. Ce sera mardi 5 décembre. Nous avons sorti place de la Constitution
n'a monté avenue Magny. On va allonger maintenant vers avenue Charles Sumner. On va faire probablement un arrêt devant le ministère de la Justice pour remettre un manifeste à ce ministère-là. On continue jusqu'au Sacré-Cœur. On longe l'avenue Jean-Paul II jusqu'à son intersection avec l'avenue Martin Luther King. On prend Martin Luther King, Jean-B. Pomorin, arrivé sur l'avenue John Mirand Lalu. On descend Lalu totalement, passons rue Pavé et arrivons à la place des Nations Unies et puis terminus Parlement. Donc, et c'est une marche, on voulait préciser que c'est une marche pacifique, une marche citoyenne contre la corruption. On n'a rien d'affaires politiques là-dedans. Oui, peut-être qu'il y aura des leaders politiques à participer de la marche, mais ce sera le citoyen qui sera de la marche et pas le parti politique. Nous voulons rester purement citoyens parce que marche doit intéresser chaque citoyen en particulier, chacun d'eux, parce que chacun de nous, c'est nous qui avons payé conséquences de corruption, ça là. Si je dis, par exemple, c'est nous-mêmes, avec petit, nous qui avons payé et au volume 3 milliards de dollars que M. dilapidé les fonds pétro-caribéens, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Nous demandons que, d'abord, que la justice fasse son travail et que si on trouve les coupables, puisque je ne crois pas que l'agent pétro-caribéen, c'était de l'Éther qui a volatilisé, d'un côté, il y a des dossiers, il faut trouver, et maintenant, mais ne pas condamner un innocent. Il faut aller et trouver, avec des dossiers, avec des preuves à l'appui, que la justice fasse son travail. Mais si justice a fait travail, parce que justice a bon pas là, qu'on côté corrompu la qualité, tout, parce qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Pour ça, on dit que la justice a des corruptions, c'est parce que si nous on excroisse ça, on aller vers les problèmes terriens que nous connaissons, c'est parce que nous juges qui font mal travailler, qui peuvent gérer un vieux greffier, qui gérer un apprenti, qui gérer un notaire, pour faire des faux papiers et puis qu'on y a un problème terrien. Donc, il y a tout ça. Maintenant, admettons qu'on juge qui font un jugement sincère et juste, qu'on y a une question d'impunité. Si nous avons jugé et que l'impunité a été rayonnée, nous n'avons pas payé bail, c'est laver main sur la terre. Donc c'est tout un processus, c'est tout un drame à nettoyer. Et c'est de là que dépendra éventuellement la renaissance de notre pays, de notre nation. Donc ça veut dire très clairement préciser que ce n'est pas une marche antigouvernementale. Ce n'est pas une marche antigouvernementale. Nous parlons à vivre ceci, ou à bas ceci, vivre tel, à bas tel. Non. Si on a bas que nous parlons, c'est à bas corruption. C'est à bas système corruption. Donc ce n'est pas une marche qui ciblée du tout contre personne ou contre aucun groupe. Donc c'est une marche purement pacifique et citoyenne pour que tout le monde, que le monde sache et que le gouvernement sache et que tout citoyen de par le monde, tout citoyen haïtien connaît que la nation dit qu'il y a les papes continuer à valer ça pour valer, ça faut valer comme ça. Il demander que bal soit quoi que le gain droit. Et là, parce qu'avec corruption, par exemple, l'État pas de moyens, puisque comme la pas rentrer dans la caisse l'État, l'entrer dans la poche monde ou quelque équipe, donc l'État a des moyens pour bailler citoyen ce à quoi a droit le citoyen. Maintenant, donc, mais si nous organisons pour que l'État jeune comme là, maintenant il faut un organe de contrôle. Un organe de contrôle, ça devrait être un parlement qui se respecte éventuellement, qui ait pouvoir de contrôle ça, pour que l'argent, aller côté pour l'argent, pour le développement pays, pour permettre nous un devenir pour jeunes nous. Pour qui ça, plus précisément, on peut aller clôturer le match là devant le Parlement. Parce que justement, le Parlement a un rôle extrêmement important à jouer. Nous tous nous connaissons qui bulle fait autour du Parlement, qui caractérise le Parlement de tous les noms. Maintenant, nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est qu'il faut que le Parlement comprenne qu'on y a, parlementaires comprennent qu'on y a, que citoyens a bien geste sur eux qu'on y a, et nous prenons des redditions de comptes. Parce que le job, c'est veiller que
comme qu'il a l'État, que l'exécutif là, ça y a comme là, dépenser côté pour dépenser, bien dépenser, il ne pas faire aucune route crochue pour enrichir qui que ce soit. Maintenant, alors nous-mêmes, et c'est pour ça, parce que et on ne veut pas faire une marche, ou un folklore, une marche pour une marche, parce qu'après la marche, très facile de faire une marche, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Après la marche, nous-mêmes, nous dit qu'il y aura un comité de suivi, que ça va monter. Et le comité de suivi, ça, par exemple, pour mission d'organiser pour qu'on mette en place une instance qui est capable d'ériger maintenant en partie civile. Parce qu'il va y avoir des procès. Et il faut qu'on soit là pour qu'on suive. Et puisque c'est ça, c'est nous qui sommes citoyens. Et c'est ça l'expression. Donc ça veut dire ne pas laisser mettre vraiment en task force au niveau de la société civile après Marsa, constituer un comité de suivi pour voir comment tout va passer en termes de lutte contre la corruption en Haïti. Les décisions probablement qui seront prises par la justice. Absolument, parce que ce comité de suivi est justement l'autre pour le passer. Parce que le fait que nous indiqué l'enquête, son enquête, et nous voyons que son bail qui a passé de la presse, c'est pas ça, c'est pas la façon de mener les choses. Nous pensons que si il y a une enquête qui menée, donc il y a une occupation et il y a un bagage pour aller par devant un juge, il y a un jugement pour faire avec des dossiers à l'appui. Maintenant, comité de suivi n'a gagné certainement parce que c'est l'argent ou même c'est l'argent PAM, c'est l'argent du citoyen qui a attendu là qu'on y a qui mal passé. Donc, et nous avons des dossiers que nous avons commencé de même deux dossiers et nous avons institué une partie civile dans le dossier de procès. Comment nous-mêmes nous vivons de ce qui s'est passé semaine ça au niveau du Parlement, au niveau du Sénat sur la question de Petro-Caraïbes, report inédit de cette séance? Nous disons seul bagaille. Le dossier, ça n'a pas qu'à rentrer dans le tiroir. Ceci doit suivre son chemin. Pour la simple et bonne raison que si il y a illusion quoi que des dossiers comme ça pourraient rester dans les tiroirs, là, arrive un moment où le souverain décidera. Alors là, ce serait funeste pour nous. Donc c'est un message que vous envoyez aux sénateurs, aux parlementaires maintenant, Jean Bergan? Il faut que les sénateurs, que les parlementaires comprennent que ce dossier qu'ils ont, bon, eux-mêmes, ils ont commencé à avaler, il faut que le dossier suive son chemin. Que l'innocent soit innocenté, mais que le coupable soit jugé normalement. Mais on a vu dans le cadre du dossier Petro-Caraïbes, tous les hauts dignitaires qui sont indexés dans ce rapport ont pratiquement démonté ce rapport et ont rejeté les accusations portées contre Jean Bergan. Bon, là, je pense que ceci va au niveau des tribunaux, parce qu'il y a des dossiers, il doit y avoir des preuves. Ça, ce n'est pas notre mission à nous. Ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue. Nous voulons que cet argent qui appartient à l'Haïtien, aux citoyens haïtiens, pour le bénéfice d'Haïti, revienne à Haïti et aux bénéficiaires que nous tous citoyens nous sommes. Est-ce qu'au niveau de comité, nous pourrions travailler peut-être avec l'autre comité qui est dans la région de lutte contre la corruption, nous projeter ça? Bon, nous pensons que il ne faut pas oublier que comme je disais tout à l'heure, le 9, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Donc, il y a certainement des instances qui sont déjà établies. Donc, nous pensons que on fera partie éventuellement de ce faisceau mondial qui est en place, qui est en branle pour éliminer la corruption. Alors, pour terminer, Jean Bergan, quelles sont les attentes du collectif concernant cette manifestation? Nous connaissons parfois qu'on a des ordres de manifestation, comment nous allons coordonner tout ça pour que manifestation, on dit citoyenne, bien arrivée déroulée, c'est pour manifestation anti-gouvernementale. OK. Bon, nous faisons ça que la loi moderne fait. Nous avons avisé, nous avons travaillé avec la police nationale qui nous donne la garantie du support ou d'accompagnement de la marche. Nous demandons tout le monde qui a participé, il faut qu'ils viennent non pas en parti politique ou en parti rebelle, mais qu'ils viennent en simple citoyen qui voulait que nous participions ensemble
contre-corruption. Donc c'est l'appui de tout un chacun, quand on aura cette grande masse, qui a fait tout le monde comprendre, dirigeants ou étrangers ou n'importe quoi, tout le monde comprenne que citoyens haïtiens dit qu'on y a, ils voulaient que le pays là commence à refaire. Et sac pour sac crasé là, sac rété là, boulette canon ça, qui en pied là, chaîne ça, qui en coule là, chaîne d'esclavage ça, que corruption représentait. Il faut casser ce carcan, il faut casser cette chaîne pour recouvrir cette liberté de ce nouveau genre. Vous avez beaucoup parlé du Parlement. Il y a le président de la République qui a fait comprendre et affirmé très clairement que les 5 problèmes majeurs du pays, la corruption, la corruption, la corruption. Quel message pour Jovenel Moïse aujourd'hui? Je vais répondre tout simplement. Et Rothschild, ou doit utiliser ces phrases, ça tout, même si que m'utilise déjà, en pilote m'utilise, tant qu'on promet à droite, promet à droite, promet à droite, je toujours dit, il faut passer de la parole aux actes. C'est ça nous toujours dit. Suspendre, faire promesse, passer de la parole aux actes. Qu'on a nous dit, il faut maintenant donner la parole aux actes. Merci beaucoup Jean Bergan du collectif d'avoir été l'un des invités à notre émission pour parler de cette marche qui sera organisée mardi contre la corruption en Haïti. Merci beaucoup. Merci aussi d'ailleurs, la presse est certainement partie prenante parce que vous tous aussi de la presse, vous subissez également la corruption. Et il y a toute une éducation à faire. Ce ne sera pas une bataille, ce ne sera pas une guerre facile, parce que ça va s'échelonner sur des années, sur certaines générations. C'est un concept qu'on est en train de changer. Et ça va demander des sacrifices, parce qu'il n'y a pas de la vie d'un individu ou dans une vie quelconque de changement qui ne nécessite de sacrifices. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Alors, à mardi, 5 décembre, 9h, place de la Constitution. Alors, comme annoncé, le général Georges-Pierre Monchot est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Il est le commandant de la composante police de la MINUJUST, cette nouvelle mission des Nations Unies en Haïti. Monsieur le général, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui différencie le travail que vous aviez effectué au sein de la MINUSTA et maintenant au sein de la MINUJUST, général? Alors, en fait, on a gardé les mêmes attributions d'appui et de soutien à la police nationale d'Haïti, PNH. L'évolution s'est faite dans le mode d'action, la manière dont nous avons abordé la coopération, l'appui à la PNH. Je pourrais le développer, si vous le souhaitez, un peu plus tard, mais globalement, tout en gardant la même orientation, à savoir renforcer les capacités et transférer des compétences, dans la MINUJUST, on a mis en place une nouvelle approche qui consiste à cibler la haute hiérarchie, les cadres supérieurs qui sont en phase de responsabilité, alors que dans le schéma ancien, on était plutôt orienté sur la base, la troupe sur le terrain. Donc là, concernant le déploiement de la MINUJUST, combien de policiers vous aviez aujourd'hui sur le terrain? Comment s'est effectué le déploiement en général? Alors, nous avons dans la composante police, je dirais, 2 subdivisions. La première, des policiers internationaux, dits IPO dans le jargon onusien, qui sont répartis dans les 10 départements. Il y en a 295, c'est l'effectif maximum autorisé, et il faut compter à peu près 38 nationalités, 39 nationalités. Vous avez aussi la deuxième subdivision, qui sont des unités de maintien de l'ordre. Dans le jargon onusien, sont les FPU, ou unités constituées de maintien de l'ordre. Et là, aujourd'hui, nous en avons 7 qui sont répandus dans les 5 départements, concentrés essentiellement dans la capitale, mais d'autres départements également ont conservé ces unités. Pour mémoire, il y en avait 11 dans la précédente mission MINUSTA. Dans combien de départements vous opérez aujourd'hui en Haïti? Alors, comme je vous le disais, les policiers internationaux, les policiers individuels, nous sommes la seule et dernière composante de la mission à être présents sur tout le territoire haïtien. Vous trouverez des policiers internationaux, une dizaine par département. Dans les départements de l'Ouest, le schéma est un petit peu différent vu la taille et ce que ça représente. Également, vous trouverez les unités de police constituées dans
la plupart des départements, mais beaucoup moins puisque dans le schéma ancien, on occupait quasiment les 10. Aujourd'hui, on est surtout concentré pour les unités de maintien de l'ordre dans la capitale, le département du Nord, l'Artibonite, les Nippes et Grand-Anse. Général Bonchotte, avant, sous la MINUSTA, on voyait quand même ces policiers internationaux présents dans les commissariats. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce que vous dites que vous travaillez avec l'élite, si je peux m'exprimer ainsi, de la police. C'est les hauts commandements. Alors, on est toujours présent dans les commissariats, mais c'est résiduel. Comme je vous le disais, on s'intéresse à l'encadrement supérieur. Et où on trouve l'encadrement supérieur? Dans les directions départementales. On a laissé une présence dans le commissariat central ou le commissariat chef-lieu du département. Les directions départementales, je vous le disais, l'administration centrale, la direction générale, les sous-directions comme les directions centrales, excusez-moi, comme la direction centrale de la police judiciaire, la police administrative. Mais ce qui existait dans le schéma ancien, où vous aviez d'abord un déploiement plus important, car il faut peut-être le rappeler, nous étions près de 1000 policiers individuels et 11 unités de police constituées. Donc ça, c'est plus du tout le cas dans le mandat et la résolution 2350 qui met en place la MINUJUST. Les effectifs ont été revus à la baisse. D'ailleurs, il a fallu une manœuvre ressources humaines pour nous, en interne, extrêmement complexe, que nous avons réussi dans les temps. Mais le schéma est tout à fait différent. L'expertise ne se fait plus au même niveau. Et donc, les exigences que nous affichons pour le recrutement de ces policiers internationaux est également différente. On est beaucoup plus exigeant sur les aspects linguistiques, de grade, d'expérience, de compétences, et on a ciblé vraiment des domaines beaucoup plus précis. Alors, la coopération, elle prend quelle forme avec la police nationale aujourd'hui, sous l'égide de la MINUJUST? Alors, plus coopération, car la coopération, ça se référait plutôt à des aspects bilatéraux. Là, il s'agit d'une action ample de soutien, de transfert de capacité, de renforcement de compétences. Ça se traduit par plusieurs actions. D'abord, comme je vous l'écrivais, nous avons des gens qui sont présents dans les directions. Et là, il s'agit d'un espèce de partenariat, de jumelage, d'action de mentorat au quotidien, où 205 policiers internationaux vont travailler quotidiennement aux côtés de 150 cadres supérieurs ciblés. C'est la haute hiérarchie de la police nationale. Donc c'est un travail quotidien. Nous avons tracé les lignes de ce qu'il fallait traiter. En fait, il s'agit de renforcer le haut commandement de la PNH dans l'exercice du commandement, le contrôle, car quand on commande, il faut contrôler, la planification opérationnelle et aussi la gestion de l'administration, qui est une des faiblesses fortes de la PNH et peut-être pas suffisamment prise en compte par le passé. Beaucoup de choses ont été faites par nos prédécesseurs et tout au long de ces années. C'est colossal l'effort qui a été fait au profit de la PNH. Peu de pays ont bénéficié d'un appui aussi fort. Mais les aspects administratifs, gestion de la ressource humaine, traitement, administration, gestion du budget, gestion de des avoirs, les véhicules, les bâtiments, l'infrastructure, tout ça, ça mérite d'être renforcé en termes de capacité. Donc voilà, c'est comme ça que s'exerce le travail au quotidien. Vous avez toujours, pour certains domaines, des formations ciblées. Si on bénéficie de budget, par exemple, l'année dernière, nous avons pu utiliser un budget commun à répartir entre plusieurs agences de l'ONU, qu'on appelle le budget État de droit, qui nous a permis de mener des actions ciblées, des formations ciblées, droits de l'homme, gestion des crimes à connotation sexuelle, maintien de l'ordre, et également de pouvoir donner de l'équipement. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs jeudi dernier. Je pourrais revenir sur le sujet si nécessaire. Voilà un peu comment s'exerce notre action. Alors comment ça se passe jusqu'à présent avec la police nationale, cette nouvelle mission? Écoutez, ça se passe bien. Bon, d'abord, les policiers haïtiens, depuis 13 ans, ils voient des policiers internationaux à leur côté. Je pense d'ailleurs qu'ils sont très intéressés par ce que nous avons mis en place dans cette nouvelle approche. Car, suivant les témoignages que nous avons reçus, les cadres étaient,
attirés par le fait que pour la première fois, on s'adressait à eux. Jusqu'à présent, on était plutôt, comme je vous l'expliquais, sur le terrain, à la base du système, alors qu'aujourd'hui, on s'adresse aux cadres. Alors certains sont très contents, et puis vous avez aussi, il faut considérer qu'on ne part pas de zéro. Je répète toujours ce même message où la PNH existe. Elle a été constituée au fil de ces 13 années. Comme je vous l'ai dit, il y a un travail colossal qui a été fait par les différentes missions de l'ONU. Et c'est parti dans tout un tas de domaines, aussi bien l'infrastructure que renforcement de capacité, création d'unités. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Ceci dit, de s'adresser au cadre supérieur, c'est aussi le signe d'une évolution et d'une maturité. Car il était à mon avis absolument inutile de continuer sur le même schéma, car il y a eu une progression. S'il avait fallu, si on était dans l'étape de la reconstruction ou de la constitution d'une police après une crise majeure, pourquoi pas? Mais là, on n'est plus dans cette situation, on n'est plus dans cet état de fait. Et ne pas évoluer, c'est aussi, si vous voulez, se condamner à médiocrité. Et moi, je ne voulais pas ça. Et de mon expérience, il y a un moment, il faut, quand les choses sont arrivées au bon niveau, à la bonne maturité, il faut trouver une nouvelle approche, donner un sursaut, un nouveau rebond, un nouveau souffle pour renforcer ses capacités dont a besoin la PNH. On ne part pas de rien, on capitalise sur ce qu'on a, mais il faut pouvoir cibler aussi d'autres objectifs plus ambitieux avec les moyens qui nous sont donnés. On peut très bien faire plus avec moins, mais vraiment s'orienter vers quelque chose qui permettra également la durabilité de tout ça. Car la mission internationale, la mission de l'ONU est appelée à partir. On ne va pas rester une éternité. Et c'est le signe de cette bonne maturation, de cette bonne maturité, de son bon niveau de maturité de la PNH. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une nécessité d'appuyer la PNH incontestablement. Mais je le répète, on ne part pas de rien. Donc il est absolument nécessaire de faire ce sursaut, de passer à un cliquet supérieur, de façon à transformer l'essai, comme on dirait dans le sport, et capitaliser sur ce qu'on a gagné, et puis laisser ensuite la PNH faire, et puis les Haïtiens faire par eux-mêmes à un certain moment. Est-ce que vous intervenez, vous accompagnez les policiers haïtiens quand ils mènent des opérations? Par exemple, l'opération dont tout le monde parle, de celle qui s'est déroulée à Gravine, qui s'est révélée un véritable fiasco pour la police nationale. On a même cité le nom de la MINUJUST dans cette affaire. Est-ce que vous aviez accompagné les policiers haïtiens lors de cette opération? Alors, il faudrait aussi parler de toutes les opérations dont on ne parle pas. L'appui, c'est dans notre mandat, l'appui opérationnel est avant tout un appui dans la planification. Les opérations sont planifiées. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il fallait renforcer, car pour qu'une manœuvre se passe bien, il faut qu'elle soit bien planifiée. Ensuite, on peut appuyer opérationnellement, être sur le terrain, mais à distance. On n'a pas le mandat d'être sur la première ligne. La PNH est tout à fait capable de le faire avec ses différentes unités. Et donc on va rester en retrait en cas de difficulté majeure dans le cadre très strict, très régulé, très limité de ce qui est autorisé à faire dans le cadre de l'usage de la force. Dans l'affaire de Grande Ravine, vous parlez d'une opération, c'est pas du tout ça. L'opération de Grande Ravine s'est déroulée suivant le plan prévu, avec l'action première de la PNH qui a fait le travail qu'elle devait faire. D'ailleurs, il était demandé à ce qu'elle fasse ce travail. Le directeur départemental de l'Ouest avait des requêtes pour intervenir dans ce quartier, ce qu'il a fait. Nous étions donc également concernés, en retrait, en deuxième rideau, en deuxième ligne, comme c'est prévu. L'action de Grande Ravine qui s'est mal passée, c'est quelque chose d'annexe, qui n'était pas au cœur de l'opération. C'est quelque chose qui était fortuit, qui a été traité unilatéralement par un petit groupe, pas du tout suivant les normes et les règles, et ce qui aurait dû être fait, notamment en termes de compte rendu, au moment où l'opération se terminait et où les forces se regroupaient pour retourner dans leurs unités, puisque l'opération était terminée. On a vu quand même dans l'opération de Gravine ce qui s'est dit par notamment le directeur de la police nationale, qu'il y avait absence de communication, beaucoup de parasites dans la communication, cafouillage entre le haut commandement de la police nationale. Donc ça, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails de cafouillage comme je vous le disais, une opération se déroule.
elle était réussie puisque les gens qui devaient être arrêtés ont été arrêtés, les gens rentraient. Ensuite, effectivement, c'est le propre d'un élément, je dirais, annexe, périphérique, qui n'a pas eu la bonne réaction, avec des conséquences extrêmement graves que l'on connaît. Mais dans tout ça, d'abord, il y a une enquête qui est faite par l'IGPNH, l'inspection générale. C'est vous dire d'ailleurs si l'institution a tiré les enseignements qui ont été donnés par les policiers internationaux afin de mener la PNH au niveau de standards internationaux. Et dans toutes les polices, vous avez une inspection, un corps d'inspection. Aujourd'hui, le dossier de cette affaire est dans les mains de l'inspection qui rendra ses conclusions au magistrat, comme c'est prévu. Bon. Donc les détails de l'opération, nous les connaissons. C'était une opération planifiée qui s'est terminée. Après, la phase où l'action périphérique est l'objet d'enquête. Donc, les choses seront déterminées en termes précis. Mais si vous avez un élément qui est sur le terrain et qui agit de manière unilatérale, ça ne facilite jamais les choses et c'est une prise de risque inutile. Si vous avez quand même un message à prodiguer, un conseil à prodiguer aux responsables haïtiens concernant le fonctionnement d'une police, vous êtes policier expérimenté, Général Bonchot, ce serait quoi après ce qui s'est passé à Gravine? Donc ce problème de communication, ce problème d'insubordination, je sais pas m'exprimer ainsi, qu'il y a eu au niveau du haut commandement de la police nationale. Je pense que le message à retenir, c'est d'abord présomption d'innocence et savoir vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, que les responsabilités étant établies, les gens qui ont commis des fautes soient redevables de ces manquements. Autre message, de prêter attention à la police, car la sécurité, ce n'est pas uniquement l'affaire de la PNH. Que ce soit en province comme à Port-au-Prince, la sécurité est une affaire partenariale. Le gouvernement, le président et le gouvernement ont leurs responsabilités. Il y a un conseil supérieur de la police nationale, vous savez, en Haïti, qui est présidé par le Premier ministre. Dans cette, dans ce corps, dans cet organisme, dans cette entité, un certain nombre de choses peuvent être discutées, des orientations peuvent être données. Également l'attention budgétaire, car la police, la PNH, la police haïtienne, qui a reçu beaucoup de soutien de la communauté internationale, soit à travers les missions de l'ONU, soit à travers des actions bilatérales, parfois multilatérales, a vraiment été l'objet de beaucoup d'attention de beaucoup de monde. Et encore une fois, beaucoup de choses ont été faites. Il faut donc capitaliser là-dessus. Et donc l'intérêt budgétaire sur le long terme est absolument nécessaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un plan stratégique qui a été préparé très majoritairement par la PNH. C'est le plan stratégique 2017-2021, où un budget de 1,3 milliard de dollars est prévu sur 5 ans. Donc ça nécessite l'engagement de l'État haïtien. Ensuite, comme je l'ai dit plusieurs fois, une police, c'est quelque chose qui doit être au service de la population, à l'intérêt général, et non pas, si vous voulez, de la politisation ou des jeux malsains qui vont faire diverger certains membres de la police ou distraire cette police de ses fonctions premières. Ensuite, autre message que je voudrais donner, c'est rappeler que le métier de policier ou le métier de défense, puis d'autres métiers comme les ordres ou la médecine, ou même l'artisanat, ce sont des métiers à vocation. Donc ces métiers à vocation, ils peuvent s'exercer, vous avez des candidats, la sélection, le criblage, processus dans lequel nous participons par ailleurs, fait que déjà les gens sont sélectionnés. Ensuite, dans la formation, dès le début, à l'école de police, tous les aspects d'éthique, de théologie, de respect des droits de l'homme, de respect de l'égalité des sexes, tout ça, ce sont des notions, je dirais, universelles, reconnues très globalement, doivent être instillées. C'est déjà le cas. Mais des rappels sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle ça pourra vous intéresser. Après cet événement, il y avait eu également l'affaire de Levallois. Nous avons entamé avec le responsable des droits de l'homme dans la mission un dialogue avec le directeur général pour essayer de voir comment nous pouvions soutenir encore plus, au-delà de notre planification, soutenir encore plus la PNH dans ces domaines des droits de l'homme. Donc un plan d'action sera dressé là-dessus. Également, nous avons eu une rencontre, le directeur général,
la représentante spéciale et moi-même pour faire un peu le point où nous en étions. Et c'était important que Madame Page, la nouvelle représentante spéciale, puisse se rendre compte d'abord ce qu'on faisait à la police et s'entretenir directement avec le directeur général. Les affaires de droits de l'homme et de respect de l'éthique et de la déontologie ont été largement abordées. Mais tout ça se continuera car dans la nouvelle approche que nous avons abordée, quand je vous parlais de cibler les cadres supérieurs, on ne peut pas infantiliser la PNH. Les cadres doivent exercer leur commandement et ont un certain nombre de responsabilités. Ce n'est pas parce qu'un de vos subordonnés faute que le supérieur est forcément responsable. À partir du moment où il a pris un certain nombre de mesures et a fait les rappels nécessaires. C'est la raison pour laquelle, oui, j'en reviens à ce que je vous expliquais au début de l'entretien, pourquoi nous avons ciblé les cadres supérieurs. Car il faut absolument que dans l'exercice du commandement, au quotidien, dans l'exercice du contrôle, et quand les opérations sont planifiées, car un jour il n'y aura plus de policiers étrangers aux côtés de la PNH, toutes ces choses-là soient prises en compte et régulièrement rappelées. Général Mochot, le président de la République Jovenel Moïse a donc décidé de rétablir les forces armées d'Haïti. Je sais qu'au niveau de la communauté internationale, vous insistez sur la question de la coopération avec la police. Mais comment, selon vous, on pourrait aboutir à une véritable cohabitation entre la police nationale et les forces armées ? Alors là, je veux vous dire, Haïti étant un pays libre et indépendant, il appartient aux instances gouvernementales et à la police haïtienne de tracer ce qu'ils veulent tracer comme schéma et de prendre les orientations qu'ils souhaitent. Pour moi, si vous voulez, ce n'est pas mon débat, ce n'est pas mon domaine. Moi, j'appuie la PNH. Je constate qu'en Haïti, il y a une police établie. Savez-vous, par exemple, que les 140 communes haïtiennes ont un commissariat. Les plans d'avenir sont de pouvoir construire des unités de police dans toutes les sections communales. On en est pour l'instant à presque 35-40%. Donc voilà quels sont nos défis, de faire monter en gamme la qualité des cadres, les responsabiliser vis-à-vis de leurs hommes et de la population, les inciter à passer les bons messages de façon à ce que la police soit exemplaire, être, également fier quelque part des réussites. Je vous disais, il y a une inspection générale. Combien de pays n'ont pas ce corps d'inspection ? Dans les grands pays industrialisés, développés, il y a ce système. Mais je peux vous dire par expérience que tous les pays n'ont pas, je dis bien, la chance d'avoir une police avec une inspection générale qui rend des comptes. Après, il faut que le système judiciaire poursuive, que les magistrats puissent prendre en compte ces affaires. Mais on ne part pas de rien. Donc l'affaire de l'armée, c'est vraiment un débat haïtien. Moi, je n'ai pas à rentrer dans cette affaire. Oui, donc c'est un acte de souveraineté pris par Haïti. Donc en clair, vous allez continuer à travailler avec la police nationale, mais pas l'armée, quoi. Mon mandat et le mandat de la Minijust, si vous voulez, on ne s'occupe pas de ce domaine. Le mandat est très clair pour la composante police, constituée de gendarmes et de policiers venant je vous l'ai dit, de 38 nations, c'est de renforcer les capacités de la PNH. Mais vous êtes là pour quand même travailler avec les policiers. Quand l'armée sera déployée sur le terrain, est-ce que vous allez conseiller, vous avez des gens qui puissent conseiller aux policiers comment gérer la question de l'armée, comment gérer la cohabitation avec l'armée? La cohabitation, c'est un problème national. Qu'est-ce qu'ils voudront faire? Si vous voulez, mais on n'a aucune raison. C'est pas un sujet pour nous. Si vous voulez, les standards que nous voulons transmettre ne sont pas dans ce domaine-là du tout. Vous avez la police judiciaire, la police administrative, l'éthique et l'indotologie, la formation, la gestion de la ressource humaine, mais ce sont des domaines là vraiment qui sont périphériques et pas du tout dans notre mandat. Donc pour terminer, Général Mochot, on peut dire que l'avenir est prometteur pour la police nationale. C'est une police jeune, mais quand même, on y travaille pour que la police devienne de plus en plus professionnelle. Oui, c'est vraiment le quotidien et l'objectif qui nous anime tous. Si vous voulez, Haïti a ses forces et ses faiblesses, comme tout État. Moi, ce que j'observe comme, si vous voulez, partenaire neutre, j'appartiens à une organisation internationale, j'ai bien sûr un peu d'expérience, et j'observe qu'on peut commenter tout un tas de choses, on peut se désoler pour tout un tas de choses, mais il y a une police. Que vous soyez haïtien ou étranger, vous allez voir dans
dans Port-au-Prince des patrouilles, des gens qui font des contrôles. C'est un signe. Vous voyez des unités de police sur le terrain. Je vous ai rappelé que toutes les communes en étaient dotées. Ce n'est pas suffisant pour assurer un parfait maillage, mais il y a quelque chose. Il y a un certain nombre de services. Vous avez la police judiciaire de la PNH qui agit parfois seule et qui fait des très belles opérations. Récemment, vous avez entendu, en 10 jours, il y a eu de très belles réussites qui montrent l'aboutissement d'enquêtes et qui parviennent à neutraliser des gens extrêmement nocifs et violents. Alors ça pourrait être encore mieux, il pourrait y en avoir plus, mais tout ça, ce sont des signes prometteurs. Ce sont des signes qu'un certain nombre de graines ont été semées, qui ont réussi à donner quelque chose. Il y a encore plein de choses, il y a encore des champs qui sont en friche, il y a encore plein de choses à explorer. Mais il y a vraiment de bonnes fondations. Enfin, si vous voulez, encore une fois, les Haïtiens sont des gens matures. Moi, je pense qu'il faut qu'on considère que entre adultes, on va faire quelque chose de positif. Et les relations que j'ai avec le directeur général, ce que j'observe, il y a des cadres. Ces gens-là doivent être renforcés, mais il y a quelque chose. Donc, à moins d'un bouleversement majeur, si vous voulez, la voie est tracée. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité, dans sa grande sagesse, avait d'abord mis fin à la MINUSTA, lancé la MINUJUST avec des effectifs beaucoup moins importants, et puis d'ailleurs le retrait de la composante militaire, car les choses étaient arrivées à un niveau satisfaisant. Donc, bien sûr que le message doit être prometteur, mais c'est avant tout, mais très clairement, aux Haïtiens, à la PNH, de se lancer, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre en termes de connaissances, de compétences avec leurs partenaires, leurs mentors, leurs experts internationaux, dans une bonne relation de camaraderie, une bonne relation de cohésion, et puis après, faire. Vous avez des domaines que nous avons déjà abandonnés, qui sont aux mains soit des Haïtiens, la PNH en propre, avec parfois un soutien épisodique bilatéral, mais on n'est plus dans tous les domaines de la PNH. Par exemple, vous voyez, ce sont des signes d'une évolution et on n'aura de cesse que de se concentrer, au fur et à mesure que nous diminuerons en effectif, de se concentrer sur les sujets les plus haut de gamme, je dirais, pour laisser le champ libre aux cadres et aux personnes de la PNH de se prendre en charge de manière autonome et de voguer vers l'avenir le plus sereinement possible. Alors, merci beaucoup, Général Georges-Pierre Monchotte, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la MINUJUST, donc cette composante policière de la MINUJUST dont vous êtes le commandant. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme annoncé, nous allons parler un peu de sida à notre émission aujourd'hui avec Dr Marie-Marcelle Deschamps des centres GESCIO. Dr Deschamps, bonsoir. Bonsoir Ochille, au plaisir de vous revoir, de vous retrouver ici au GESCIO. Alors, comment se portent les centres GESCIO, juste avant de parler véritablement du sida? Eh bien, je peux dire que c'est une institution à but non lucratif qui effectivement existe depuis plus de 35 ans maintenant. C'est extraordinaire que ce groupe travaille ensemble avec beaucoup de collaborateurs nationaux et internationaux et avec la même vision, la même mission. Et la mission s'est élargie un peu depuis le tremblement de terre de 2010, mais ce qui fait l'originalité du GESCIO, c'est le partenariat très fort qui est resté entre le public-privé et dans le cadre d'une pathologie, quand même, le VIH-Sida, que je peux dire que nous avons vécu quand même beaucoup de leçons qui a été difficiles, mais nous avons gagné la bataille, nous continuons à gagner la bataille. Cependant, je dis qu'il ne faut pas crier succès tout simplement. Il faut penser que la lutte est longue, car il y a des variantes dans l'épidémie qu'il nous faudrait discuter avec la communauté en général et que la population haïtienne soit mieux informée de ce qui se passe encore. Oui, docteur Deschamps, donc on parle très très peu du sida maintenant. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle ou bien c'est un mauvais signe? Je pense que c'est un mauvais signe, c'est qu'on baisse la garde, ce qu'il ne faut pas, car nous estimons actuellement qu'il y a près de 150 000 personnes infectées. Et quand on dit 150 000 personnes, ce sont le plus souvent des gens en âge de procréer. Donc des gens qui peuvent transmettre l'infection à leurs partenaires ou transmettre à leurs enfants. Et aussi,
la leçon que nous voulons apprendre avec les MUSIS qui viennent à peine de sortir, c'est qu'il y a davantage de femmes infectées que d'hommes. Alors justement, comment se présente la situation? Est-ce qu'on s'achemine vers une féminisation du VIH en Haïti aujourd'hui? Quels sont les détails? C'est exactement ça, c'est la féminisation du VIH, donc moins d'hommes infectés, donc davantage de femmes. Et qu'est-ce que ça fait? Quand c'était davantage les hommes, on les encourageait à mettre leurs préservatifs pour ne pas contaminer les femmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Les femmes sont déjà infectées. Donc, 2 fois plus de femmes près sont infectées comparées à des hommes. Et il faut se rappeler, ce sont les femmes qui tombent enceintes, ce sont les femmes qui mettent au monde des enfants. Donc, ces femmes vont transmettre leur infection, à 30% des cas vont transmettre l'infection à cet enfant-là. Et cet enfant est appelé à devenir un adolescent, et un adolescent qui le plus souvent ne connaît pas son statut VIH. Et cet adolescent est appelé à transmettre à un autre adolescent ou une autre adolescente. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Il nous faut travailler pour sensibiliser davantage les jeunes et les femmes, et bien sûr les hommes. Alors, concernant les femmes, comment peut-on expliquer un tel phénomène, Dr Deschamps? Pourquoi cette féminisation de la maladie aujourd'hui en Haïti? Eh bien, c'est la promiscuité. Il faut dire que quand la situation économique n'est pas favorable dans un pays, et particulièrement les femmes qui ne travaillent pas, elles sont vulnérables. Les femmes dans tout pays est considéré comme le sexe vulnérable. Ainsi, elle s'est mise à risque. Et la prostitution, vous savez, dans des situations économiques aussi précaires comme Haïti, la femme ne trouvant pas d'emploi, n'a que son sexe à vendre et se met à risque. Et nous trouvons encore en Haïti des femmes qui vous disent que les hommes paient plus cher un rapport sexuel quand la femme accepte d'avoir un rapport sexuel non protégé. Alors, c'est pour vous dire que des deux côtés, il y a eu un laisser-aller, il y a une négligence et la femme, puisqu'elle est vulnérable et puisqu'elle a besoin de cet argent, elle va accepter effectivement d'avoir le rapport non protégé, donc se met à risque. Donc, sur le plan économique, on peut dire que c'est là où le bas blesse. Vous parlez de promiscuité, les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité sur le plan économique. Voilà ce que vous pouvez expliquer. Oui, un travailleur de sexe, que nous voyons pas mal de travailleurs de sexe même qui viennent ici et qui vous disent qu'elles peuvent avoir 4, 5, 6 partenaires par jour et c'est pas que ça rapporte davantage. Une femme qui a un rapport sexuel pour 20 goudes, elle doit rentrer chez elle avec de l'argent, donc elle continue sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle ait au moins 4 ou 5, 6 partenaires la même nuit et qui n'aura payé que 20 gouttes. Donc le lendemain, elle va retourner sur le trottoir pour envoyer ses enfants à l'école. C'est pas tellement pour mener une vie luxueuse, c'est pour payer le loyer ou pour envoyer l'enfant à l'école. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup plus de travailleuses de sexe aujourd'hui en raison de la situation économique? Tout à fait. Et les risques augmentent aussi. C'est-à-dire, avant, il y avait plutôt, si vous considérez les travailleurs de sexe pendant une période bien précise, c'est-à-dire à la fin du mois, tout simplement. Mais maintenant, on sent la pression économique sur elle. Elle fonctionne presque tous les jours, tous les soirs, et même la journée, parce qu'il n'y a pas de travail. Et il y a moins d'emplois, donc elles sont plus vulnérables et elles se mettent à risque tous les jours. Alors, quel est le réel danger pour le pays, le fait qu'on insiste aujourd'hui à la féminisation du VIH-Sida, Dr Marie-Marcel Deschamps? Ça va avoir un impact social, bien sûr, aussi un impact économique, parce que quand même, il faut y penser, la femme le plus souvent est celle qui dirige la maison. La femme est celle qui dirige le foyer. La femme est celle qui accompagne l'enfant à l'éducation, à l'école et donner les valeurs morales. Et quand cette femme maintenant est malade, vous vous imaginez, c'est un enfant qui le plus souvent maintenant est délaissé. Quand l'homme passe, il ne reste pas le plus souvent dans le foyer. C'est la femme qui dirige. Alors, qu'est-ce qu'on voit malheureusement? Ce sont des enfants maintenant qui s'occupent de leur maman et ce sont ces enfants aussi qui des fois maintenant vont se vendre aussi pour pouvoir apporter un pain dans la maison. Donc, l'impact sur la famille, l'impact sur la situation économique va s'altérer et bien sûr, nous perdons aussi un groupe qui serait productif, en train de travailler et produire la force économique de ce pays que nous sommes en train de perdre. Et avec la femme aussi, le cycle ne s'arrête pas assez rapidement. Non seulement ça, ce que je dirais, le danger, c'est que ce sont des jeunes femmes. Donc, appelées à vivre encore 20 ans, 15 ans, 30 ans, ce sont les jeunes femmes particulièrement. Donc, la durée de vie de cette personne est plus longue
Et plus qu'elle est sexuellement active, sa période pour transmettre l'infection demeure plus grande, plus longue, donc plus à risque d'infecter d'autres gens. Ce qu'on a peur, c'est qu'on verrait encore une poussée de l'épidémie, une prévalence qui est arrivée à 2 et qui maintenant se retrouverait à 2, 5 ou 3, comme on a vu dans certains pays d'Afrique. Donc, il faut être vigilant. Parce qu'on était à 6, on est tombé à 1, mais il y a des risques. Oui, tout à fait. On a vu certains États, même aux États-Unis, où la prévalence, disons, baissait, et brusquement, on a levé la garde, et puis bon, la prévalence augmente. Donc, c'est pourquoi je dis, le 1er décembre, c'est l'opportunité. Il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, qui n'aiment pas l'entendre, c'est vrai, mais c'est l'opportunité d'en parler, de demander aux jeunes de faire attention, et particulièrement les jeunes filles, les jeunes adolescentes, les jeunes femmes de 15 à 25 ans et de 15 à 40 ans. Justement, j'allais vous demander quelle est la situation en ce qui concerne les jeunes aujourd'hui, parce que avant, comme je disais, donc il y avait un matraquage positif qui se faisait concernant le sida, donc il faut demander à tout un chacun de faire attention. Maintenant, là, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas mobilisés, ne sont pas sensibilisés sur la question. Donc, quelle est la situation en ce qui concerne les jeunes aujourd'hui, Dr Deschamps? C'est exact. D'ailleurs, les MUS 6 l'a montré. Alors qu'avant, nous autres, votre génération, la mienne, ma génération, on avait entendu parler du sida. C'est-à-dire, très jeune, on a été frappé, très jeune, on a entendu parler du 4H, très jeune, on a su qu'il fallait se protéger. Donc, on a pris les mesures. Mais maintenant, ces jeunes qui arrivent pensent que le sida n'existe plus. Il y a d'autres choses, il y a d'autres problèmes. Et alors, ce que ça fait, c'est que les risques sont là et elles ne sont pas sensibilisés. Il y avait autrefois une campagne assez active aussi dans les écoles. Et le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère de la Santé travaillaient en étroite collaboration. Et dans le cadre du plan stratégique, le ministère de l'Éducation nationale était très concerné. De moins en moins, on en parle dans les écoles. Et les leaders religieux aussi, de moins en moins, on en parle. Donc, je pense qu'il nous faut cibler davantage les messages comparé à avant, qu'est-ce qu'on devrait changer, cibler les messages, aller rechercher les groupes les plus à risque, qui sont, comme je dis, les jeunes femmes, les femmes en général en âge de procréer. Utiliser aussi les réseaux sociaux qui sont très à la mode parce que tous les jeunes ont un téléphone. Oh oui, avec un téléphone, tout le monde a un WhatsApp, tout le monde est sur Twitter, tout le monde a un Facebook. Il faut passer les messages, utiliser les channels que nous trouvons. Et aussi, c'est vrai que l'urbanisation de l'infection, elle est là, mais aussi elle est dans les zones rurales. Ce qu'on constate, le plus grand drame que nous avons actuellement, qu'il faut effectivement insister là-dessus, c'est que nous avons des patients qui viennent pour le traitement, qui sont infectés et qui sont informés de leurs infections. Et maintenant, ces patients, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, disparaissent de la circulation. Arrête le traitement. Ça fait quoi? La virémie va augmenter. Vous savez, quand on est sous traitement, la virémie baisse. Donc, on est moins à risque de transmettre l'infection. Maintenant, quand on arrête le traitement, on a 2 risques. Premièrement, la virémie augmente. Deuxièmement, les souches résistantes aux médicaments augmentent. Donc, ça fait qu'on est obligé de passer maintenant de médicaments de première ligne à des médicaments de deuxième ligne et des médicaments de troisième ligne. Donc, ce qui arrive, c'est que actuellement, on voit, même dans les zones rurales, des personnes qui sont récemment infectées, mais qui sont déjà résistants au traitement. Et ça fait que plus on change de protocole, plus ces protocoles deviennent plus coûteux. Et n'oubliez pas, dès qu'on parle d'épidémie ou de maladie quelconque, il y a un coût. Il y a un coût pour le traitement. C'est vrai qu'on est financé jusqu'à présent par le projet PEPFAR, dont on connaît très bien du gouvernement américain, et le projet Fonds mondial. Mais ces fonds sont en train de baisser. Donc, Haïti n'aura pas cette chance pendant les 20-30 prochaines années. On ne sait pas vers quoi on va. Donc, c'est pourquoi nous autres, nous avons beaucoup de craintes là-dessus, parce que les fonds baissent, les fonds diminuent, et le nombre de personnes infectées demeure. Même quand la prévalence baisse, le nombre de personnes infectées à placer sous traitement demeure et les médicaments coûtent cher. Haïti ne pourra pas payer ces médicaments. Donc, c'est pourquoi même une prévalence de 2% pour moi est énorme, c'est trop, car c'est le nombre de personnes à placer sous traitement et à garder sous traitement. Donc, comment peut-on expliquer une telle situation? Vous êtes sous traitement, vous avez laissé tomber le traitement? C'est une très bonne question. On revient d'une réunion là avec un groupe de collaborateurs et on pense que Haïti, comme certains autres pays, pas beaucoup, c'est un cas particulier. Pourquoi je vous offre le traitement? Pourquoi je vous offre les services?
gratuitement, parce que vous ne pouvez pas payer. C'était vrai, il n'y a pas moyen de payer ces médicaments qui coûtent des centaines de dollars américains par mois, trentaines, cinquantaines de dollars américains par mois. Il n'y a pas moyen de le faire. Mais on ne comprend pas. Il y a 70% des patients restent sous traitement. Nous perdons 30% des patients qui laissent le traitement. Et maintenant, ils reviennent des mois après, moribonds, mais il est déjà trop tard. Mais combien de gens qu'ils ont déjà contaminés qui ne sont pas encore arrivés vers nous? Donc, il y a quand même, c'est comme un volcan, c'est comme un iceberg, on doit faire attention. Il ne faut pas crier succès que c'est bon, la prévalence a baissé. Mais qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qui nous attend après-demain? Il faut se poser les questions, particulièrement les fonds baissent. Alors, autre question concernant les jeunes. Vous dites qu'il est extrêmement important de renforcer cette campagne de sensibilisation concernant les jeunes. Alors, pour les traitements, on a à peu près combien de personnes qui sont sous traitement aujourd'hui en Haïti, Dr Deschamps? Actuellement, il y a 93 000 personnes sous traitement antirétroviraux en Haïti. 93 000. 93 000 alors qu'il y a à peu près 150 000 personnes infectées. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de gens infectés qui ne connaissent même pas encore leur statut VIH et qui circulent et qui ne se pensent pas infectés ou bien qui sont infectés mais qui ne se présentent pas dans les cliniques pour le traitement. Donc 150 000 personnes qui ont le VIH maintenant. Estimé, Haïti, 150 000 personnes infectées, 93 000 sous traitement. Donc combien qui ne connaissent pas leur statut? On estime que tous ceux qui ne sont pas encore arrivés vers nous pour se faire tester dans le réseau, parce qu'il y a quand même des réseaux que le ministère de la Santé et ses partenaires ont créés pour encourager les gens, quel que soit leur lieu d'origine, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, l'Artibonite ou le centre, qui peuvent avoir accès au traitement. Donc, il y a encore un grand nombre de gens qui ne se sont pas présentés dans ces centres pour se faire dépister. Car vous savez que le ministère encourage à ce que tout individu connaisse leur statut, vous et moi, et pas seulement se tester une fois, parce qu'on peut être négatif en 2016 et on a eu un comportement à risque en 2017, et bien brusquement on est infecté. Donc on encourage effectivement particulièrement ceux qui se sentent vulnérables. Entre autres, une autre information que les MUSIS nous a informé, c'est que il n'y a que 30% actuellement des gens, vous imaginez, des jeunes questionnés, connaissent complètement les modes et moyens de se prévenir, de se protéger contre le VIH-Sida. 30%. 30 à 35% seulement. Donc, il y a 70% qui vous donnent des chiffres erronés, des informations erronées et qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, le condom, je le mets une fois si je sens que je suis à risque et que j'ai eu un partenaire cependant le mois dernier avec qui j'ai eu un rapport sexuel, mais je n'ai pas mis de préservatif, mais je ne me sens pas à risque. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sensibilisé. Comment qu'à pareille époque, une jeune femme, une jeune fille de 18 ans peut avoir un rapport sexuel avec un inconnu sans exiger le préservatif. Mais la personne pense qu'elle est informée. Oui, elle est informée, mais elle n'est pas informée complètement. C'est pourquoi on insiste sur les messages appropriés et surtout sur les modes de prévention et aussi encourager ceux qui ont commencé leur traitement de prendre leur traitement régulièrement pour éviter, premièrement, les complications de cette maladie et deuxièmement pour éviter qu'on ait des souches résistantes pour que je n'ai pas à passer d'un protocole à un autre protocole qui devient plus coûteux pour le pays. Alors pour les traitements, ça bloque si vous voulez, la progression de la maladie, mais est-ce que ça bloque aussi le mode de transmission, Dr Deschamps? Oui, quand on est sous traitement, la virémie baisse, c'est-à-dire la concentration du virus dans le sang baisse. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas éliminée complètement, mais vu la concentration baisse, il y a moins de risques de transmettre, évidemment. Il en est de même pour la femme enceinte. Quand la femme enceinte est placée sous traitement, il y a moins de risques qu'elle transmette l'infection à cet enfant. Donc, en clair, on peut dire que la situation, elle est préoccupante, Dr Deschamps, en ce qui concerne le sida aujourd'hui en Haïti. Parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des problèmes sérieux, là. Oui, je crois qu'il y a des problèmes sérieux qu'on devrait cibler. Et comme je dis, cibler les messages. Toucher les groupes les plus à risque pour qu'ils comprennent. Cela signifie les jeunes et les jeunes femmes. Les messages peut-être devraient être différents. Probablement, il nous faudrait être beaucoup plus
je ne sais pas, innover, probablement avoir des approches innovatrices. Bon, je ne m'y connais pas vraiment en communication, ça c'est vous qui allez venir, qui allez nous faire des Il faut quand même changer de style. Quoi. Voilà, il faut changer de style, il faut qu'un groupe comme vous autres, la presse, se rende compte, dit, bon, quels sont les messages qu'il faut passer pour que les messages ne soient pas lassants non plus. Parce que moi, je dirais que si on me donne les mêmes messages, que le sida tue, on n'a plus envie d'entendre. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de communication, il faut trouver d'autres messages attirants pour les jeunes et trouver des acteurs, des personnes, des visages qu'ils veulent voir aussi, vous voyez. Et peut-être ils ne veulent plus voir Deschamps ou Rothschild parler du sida, je ne sais pas moi, mais essayer quand même d'attirer les jeunes vers nous, d'attirer davantage les jeunes et ne pas minimiser, vous voyez. Je comprends, il y a tant d'autres problèmes, problèmes sociaux, économiques, etc. C'est pas tellement facile. L'environnement et tout le reste, et la sécurité et tout le reste, ça se comprend. Donc les jeunes sont préoccupés aussi par tant d'autres choses que peut-être nous autres, vous et moi, nous n'avions pas à nous préoccuper auparavant, alors que eux, ils n'ont pas grand-chose, je comprends bien. Alors qu'on vienne maintenant ajouter à ces problèmes, ils ne veulent plus nous entendre. Donc là, il ne faut vraiment pas baisser la garde, il faut avancer, il faut communiquer, il faut sensibiliser. C'est exact. Et je pense que vous êtes les acteurs principaux. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dr Marie-Marcel Deschamps, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la problématique du sida en Haïti. Merci beaucoup. Merci Rothschild. Bienvenue. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Monsieur Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre, le général Georges-Pierre Monchotte de la Minujuste et Dr Marie-Marcel Deschamps des Centres Gestion. La rediffusion de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.